La Russie n'est plus le seul facteur dans le conflit en Ukraine. La Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats à Koursk pour participer au conflit. L'Ukraine, quant à elle, n'abandonne pas. En effet, elle a mis en place une stratégie pour les empêcher d'entrer dans le conflit. L'arrivée de 10-0 à 12-0 soldats nord-coréens en octobre fait parler d'elle. L'OTAN renforce son aide à l'Ukraine, la Chine s'inquiète de cette audace et la Russie compte sur eux pour récupérer Koursk. Cependant, l'Ukraine est prête et n'est pas intimidée. L'Ukraine a recours à la guerre psychologique, une tactique destinée à affaiblir la détermination des Nord-Coréens à se battre sans jamais avoir à les affronter sur le champ de bataille, au lieu d'utiliser uniquement la force. D'après les premiers rapports, ce plan a déjà un impact, comme en témoignent les dommages croissants causés au matériel et la mort d'officiers nord-coréens. Mais la stratégie audacieuse de l'Ukraine fonctionnera-t-elle vraiment ? Ou bien ces troupes supplémentaires auront-elles un impact ? Examinons plus en détail les stratégies de guerre psychologique de l'Ukraine et voyons pourquoi elles pourraient bien l'emporter. La véritable campagne créée par l'Ukraine est une extension d'une initiative déjà existante connue sous le nom de « Je veux vivre ». Cette campagne ayant été conçue pour être utilisée contre les forces russes et exécutée d'une manière différente, nous reviendrons sur ses débuts et ses résultats un peu plus loin. La campagne est relativement facile à utiliser contre les Nord-Coréens. L'armée ukrainienne distribue un certain nombre de brochures en coréen qui contiennent des dessins illustrant les conséquences potentielles de l'envoi de troupes au combat. En outre, lorsque les soldats et les drones ukrainiens remarqueront les brochures, celles-ci contiendront des instructions détaillées sur la manière de se rendre. Les soldats nord-coréens devront saisir un drap blanc ou le tract lui-même tout en se couchant face au sol et en laissant tomber leurs armes sur le côté. L'armée ukrainienne aurait l'intention d'imprimer de grandes quantités de ces brochures et de les distribuer partout à Koursk. Les tracts peuvent également être largués derrière les lignes ennemies à l'aide de drones en se concentrant sur les installations militaires et les terrains d'entraînement importants que les services de renseignement ukrainiens ont repérés à Koursk et dans les environs. En engageant des spécialistes sud-coréens, l'Ukraine mène également une guerre psychologique plus agressive. Ils peuvent élaborer des stratégies plus approfondies pour atteindre directement les soldats nord-coréens tout en évitant leurs officiers supérieurs. En plus de rendre compte directement aux dirigeants nord-coréens, les officiers pourraient être présents sur le champ de bataille pour exercer leur commandement et leur supervision. Le traitement des soldats est probablement affecté par ces rapports. La famille d'un soldat risque d'être emprisonnée dans des camps de prisonniers mortels si l'on découvre qu'elle se soustrait à ses responsabilités. C'est pourquoi ils hésiteront à accepter toute aide étrangère, de peur que les officiers ne pensent qu'ils abandonnent la bataille. Pour permettre aux soldats de se rendre d'une manière qui paraisse crédible et inattaquable par leurs autorités supérieures, l'Ukraine doit adopter une stratégie quelque peu inédite pour persuader les Nord-Coréens. Cela complique la campagne et explique probablement pourquoi le programme a dû s'écarter quelque peu de ses débuts centrés sur la Russie. Les drones semblent jouer un rôle différent dans l'une des propositions présentées jusqu'à présent. Il s'agit de drones commerciaux de taille modeste qui pourraient être équipés de haut-parleurs et diffuser des messages sur le sort imminent des militaires nord-coréens. Les services de renseignement ukrainiens pourraient être en mesure de prévoir des conflits plus importants s'ils sont suffisamment précis et détaillés. La campagne les orienterait alors vers des activités spécifiques, notamment en prêtant une attention suffisante aux ordres tout en intégrant les directives ukrainiennes. En fait, il s'agirait d'une conformité malveillante transformée en arme. Elle pourrait fournir suffisamment d'occasions pour que les troupes se trouvent au bon endroit au bon moment et se rendent à l'amiable. Par ailleurs, pendant les temps morts, les campagnes pourraient développer en permanence des efforts de diversion à l'aide de drones. Aucune zone du champ de bataille ne connaît d'activité continue. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les conflits russo-ukrainiens se déroulent généralement par brèves poussées, avec des campagnes locales se disputant des territoires de courte durée. Même dans ce cas, les soldats peuvent se cacher dans leurs tranchées et attendre qu'un événement se produise ou que des instructions plus claires soient d'une loi donnée sur la manière de se déplacer ou de se comporter. Si les forces ennemies sont déjà sur la ligne de front, le temps mort est le moment idéal pour les contrôler. Étant donné que la guerre des drones est très répandue dans la bataille, la plupart des unités sont probablement familières avec le bruit des petits drones aériens qui volent vers elles. Certaines escarmouches pourraient être moins violentes si les drones transmettaient des messages demandant aux troupes nord-coréennes et russes de se rendre. En outre, l'Ukraine serait en mesure de conserver des munitions et des engins précieux qui seraient autrement utilisés pour réduire en poussière les troupes adverses et détruire des véhicules. Le budget de l'Ukraine aurait besoin d'un coup de pouce, même si les Ukrainiens disposent en bien de nombreuses armes pour tirer sur l'ennemi à l'aide de drones. Enfin, le projet prévoit également la production de vidéos éducatives pour des plateformes de médias sociaux telles que Telegram, très apprécié en Russie et en Ukraine, et YouTube. Bien que les Nord-Coréens n'y aient probablement pas accès, leurs alliés russes pourraient être en mesure de leur fournir des informations de première main, idéalement
Au moins quelques soldats nord-coréens quitteraient leur poste et se détourneraient de la bataille en raison de la stratégie de guerre psychologique de l'Ukraine. Mais pourquoi le feraient-ils? Le scénario auquel l'armée nord-coréenne est confrontée est instable. La Corée du Nord pourrait utiliser sa puissance militaire pour soutenir la Russie de deux manières. La première consiste à déployer certains de ses meilleurs soldats pour participer au conflit. Il s'agirait ostensiblement d'acquérir une expérience de première main des combats contemporains dont le besoin se fait cruellement sentir. La Corée du Nord est l'un des pays les plus militaristes au monde, avec environ 1,3 million de militaires actifs. Elle se classe au 4e rang mondial en termes de taille d'armée et équivaut presque à l'armée américaine. Il s'agit d'un pourcentage non négligeable de sa population totale, étant donné que la Corée du Nord ne compte qu'environ 26 millions d'habitants, alors que les 3 premiers pays sur la liste des effectifs militaires, la Chine, l'Inde et les États-Unis, ont des populations bien plus importantes. À cela s'ajoute le fait que la Corée du Nord oblige la majorité des hommes et des femmes à servir dans l'armée et que les hommes doivent en servir pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Il en résulte un grand nombre de réservistes. Selon certains commentateurs, en cas de bataille directe, la Corée du Nord pourrait enrôler un tiers de la nation. Malgré cela, l'armée nord-coréenne est considérée comme l'une des moins bien équipées pour la guerre contemporaine. La majorité de son équipement date de l'ère soviétique et non des années 1980, lorsqu'elle a commencé à moderniser ses véhicules pour tenter de se conformer aux modèles occidentaux. Non des versions plus anciennes comme les chars T-55 et T-64 qui ont été jugés obsolètes il y a des décennies et sont aujourd'hui des objets de musée constituent néanmoins la majorité de l'équipement nord-coréen. Bien que la Corée du Nord vienne de présenter un nouveau modèle de char, sa dépendance à l'égard d'une technologie obsolète est toujours bien présente. Ironiquement, la Russie a été contrainte d'utiliser certains de ses T-64 car elle en possède en excès et qu'ils n'étaient pas beaucoup utilisés dans les entrepôts. Après avoir examiné la stratégie pendant quelques instants, tout le monde sur la planète a conclu qu'il s'agissait d'un geste désespéré. De plus, bien que la Corée du Nord et la Corée du Sud soient toujours officiellement en guerre, la création de la zone démilitarisée coréenne en 1953 a mis fin au combat. Au cours des 70 dernières années, la nation n'a connu que quelques escarmouches, dont aucune n'était révélatrice des progrès ou des compétences militaires de l'une ou l'autre des parties. Avec l'aide d'amis comme les États-Unis et le Japon, la Corée du Sud a pu renforcer considérablement son armée et devenir l'un des plus grands exportateurs d'armes au monde. La Chine et la Russie, en revanche, sont les seuls véritables alliés de la Corée du Nord. Il semble que ni l'une ni l'autre n'ait fait grand-chose pour fournir à l'armée nord-coréenne des armes plus perfectionnées ou une formation plus poussée. La Russie a armé plusieurs groupes au Moyen-Orient avec des armes qui correspondent mieux à ses objectifs d'opposition à l'implication de l'OTAN dans la région et à sa propre défense nationale. Au cours des 20 dernières années, l'armée chinoise n'a progressé que récemment. Même les conceptions chinoises indigènes n'égalent guère celles de la Russie et sont toujours considérées comme inférieures à celles des États-Unis dans presque tous les domaines. La Corée du Nord a donc été contrainte de produire des munitions moins rapidement obsolètes ou des armes auxquelles elle avait déjà accès. En fin de compte, elle s'est davantage concentrée sur l'amélioration de ses missiles balistiques que sur la production d'obus d'artillerie, dont la majeure partie a néanmoins été expédiée en Russie. La Corée du Sud et le Japon étant si proches de la Corée du Nord que de puissants missiles balistiques peuvent compenser le retard technologique dans d'autres domaines, ce dernier point est l'une des principales raisons pour lesquelles ces deux pays se méfient constamment des aspirations militaires de la Corée du Nord. Le conflit en Ukraine offre donc aux forces nord-coréennes une occasion presque idéale de s'exercer aux techniques de combat contemporaines. Les soldats nord-coréens n'ont pas besoin de beaucoup d'entraînement pour utiliser les chars ou l'artillerie russe, car la conception de l'équipement militaire russe n'a pas beaucoup changé depuis l'ère soviétique. La Corée du Nord peut également envoyer des ingénieurs et des prototypes de missiles balistiques pour tester les nouveaux modèles contre les systèmes antiaériens occidentaux et dans des situations réelles. Afin de s'attirer les bonnes grâces du président russe Vladimir Poutine et d'atteindre ses objectifs, la Corée du Nord pourrait tenter d'utiliser pleinement son pacte de défense avec la Russie en envoyant ses meilleures forces. Toutefois, au vu des informations en provenance d'Ukraine, la seconde solution est beaucoup plus probable. L'expertise et l'expérience des soldats nord-coréens n'auront aucune importance, car Poutine ne les utilisera que comme bouclier de viande. Cela est logique pour plusieurs raisons essentielles. La Russie a perdu un nombre impressionnant de citoyens,
Selon les estimations les plus récentes des services de renseignement ukrainiens, qui sont généralement soutenus par des sources occidentales, les pertes russes en décembre ont dépassé les 770 militaires tués et blessés. Cela représente environ 3 à 4 fois le nombre de soldats stationnés en Ukraine en février 2022 et presque autant que le nombre total de soldats que comptait la nation entière au début du conflit. Pour progresser dans le Donbass, la Russie commence probablement déjà à puiser de manière significative dans les réserves de soldats engagés qu'elle peut obtenir. Cela implique que la Russie devra probablement mettre fin rapidement à son programme d'enrôlement militaire et fournir aux conscrits obligatoires de véritables contrats. Pourquoi, en d'autres termes, la nation n'utilisait les soldats conscrits que pour la défense nationale, interdisant ainsi leur déploiement à l'étranger. Pendant ce temps, la Russie enrôlerait quelques 150 soldats tous les 6 mois, selon les données du ministère russe de la Défense. Lorsque ces soldats sont considérés comme des conscrits, ils ne sont pas autorisés à servir sur le territoire ukrainien et doivent effectuer une année complète de service. Auparavant, la Russie les avait stationnés dans des zones autour de l'Ukraine, ce qui s'est avéré désastreux lorsque l'armée ukrainienne a décidé d'envahir Koursk et que les conscrits leur ont permis d'y pénétrer presque sans opposition pendant 3 semaines. Cependant, Poutine n'a peut-être plus le choix et pourrait maintenant se tourner vers les conscrits et les troupes de réserve en leur versant des salaires absurdes pour qu'ils se rendent dans le Donbass et tentent d'avancer plus loin en Ukraine. Les troupes nord-coréennes entrent ensuite dans Koursk, qui n'est pas gardé. La Corée du Nord n'est tenue de défendre la Russie que si son territoire est directement menacé, selon le libellé de l'accord de défense russo-nord-coréen qui a été signé en juin 2024 et ratifié en septembre. Étant donné que le déploiement de troupes nord-coréennes en Ukraine même susciterait probablement une série de réactions diplomatiques de la part de l'OTAN, de ses alliés et même de la Chine, Poutine peut défendre le fait de les placer exclusivement à Koursk, qui fait partie de la Russie. Mais c'est là que se pose le second problème. Les soldats ne seront objectivement pas aussi bien entraînés ou équipés que les Russes, quelle que soit leur formation dans l'armée nord-coréenne, selon les rapports de transfuges nord-coréens qui ont servi dans l'armée du pays il y a quelques décennies. Le soldat moyen reçoit très peu d'argent, a un accès limité à la nourriture et à l'eau, souffre de malnutrition quasi permanente, n'a probablement pas accès à des soins médicaux adéquats et est souvent contraint d'effectuer des travaux de construction ou des travaux agricoles en raison des exigences du gouvernement. Ces caractéristiques ne constituent pas une nation et encore moins une nation dont les capacités militaires sont probablement beaucoup moins avancées que celles des nations occidentales contemporaines. Poutine n'attend probablement pas les troupes nord-coréennes et ne compte pas sur elles. Pour autant, sa stratégie consiste peut-être simplement à les relâcher à Koursk avec peu de directives réelles et à espérer qu'elles absorbent certains des explosifs ou des balles lancées par les Ukrainiens. Le nombre de troupes que la Corée du Nord avait réellement l'intention d'envoyer en Russie n'est d'ailleurs pas mentionné. La majeure partie du revenu mensuel moyen que la Russie verse à chaque soldat va directement au gouvernement du Nord. La Corée du Nord est donc fortement incitée à continuer à envoyer des troupes supplémentaires chaque fois qu'elle le peut, probablement après que le groupe initial ait connu de véritables combats. La dernière pièce du puzzle vient ensuite. Le personnel nord-coréen ne parle ni le russe ni l'anglais, les 2 langues principales de l'armée russe. Il en résultera sans aucun doute de nombreuses frictions entre l'armée russe et ses alliés nord-coréens. Les soldats pensaient que pour transmettre efficacement des concepts et des techniques aux Nord-Coréens, ils auraient besoin de traducteurs spécialisés ou d'un contrôle permanent de la part de responsables de haut rang, selon les renseignements ukrainiens sur les installations d'entraînement russes destinées aux troupes qui arrivent. Sans eux, les militaires russes ne pourraient probablement leur enseigner que les principes de base et se contenter de gestes et de directives rudimentaires. Cela pourrait nuire considérablement à leur capacité de combat réel et entraîner des erreurs potentiellement désastreuses telles que des tirs amis ou des erreurs de positionnement. L'Ukraine peut intervenir dans cette dernière phase. Les troupes nord-coréennes peuvent tenter de sauver leur vie en s'accrochant à des drones qui envoient des instructions en coréen, annulant ainsi les ordres minimaux qu'elles reçoivent des responsables russes. En fin de compte, il est très possible que les soldats aient été contraints d'être présents en premier lieu s'il ne s'agit pas de ce que la Corée du Nord a de mieux à offrir. Les soldats devront choisir entre mourir au front sous les tirs de l'artillerie, des chars ou de l'infanterie, mourir à cause des drones ukrainiens qui les survolent, ou finalement échapper non seulement à l'armée, mais aussi à l'ensemble du gouvernement nord-coréen. Ensuite, après 8 années épuisantes à s'efforcer de survivre sous leur puissance militaire, l'instinct de survie ou le bon sens que les troupes nord-coréennes possèdent encore l'emporterait et les conduirait à faire défection vers l'Ukraine. En outre, il semble que l'armée ukrainienne soit prête à accueillir les forces nord-coréennes. Le traitement des transfuges nord-coréens en dehors de la Chine, de la Russie et de la région Indo-Pacifique n'a pas de précédent. Les transfuges font souvent appel à des courtiers
courtiers ou à des passeurs chinois pour se rendre en Corée du Sud ou plus loin dans la région Indo-Pacifique, même si la Russie, la Chine et quelques autres pays extradant les transfuges vers la Corée du Nord. L'Allemagne et le Royaume-Uni sont deux des rares pays à compter un nombre important de transfuges nord-coréens, mais l'UE les considère systématiquement comme des ressortissants sud-coréens et rejette leur demande d'asile. Le gouvernement ukrainien n'a pas fait de commentaires officiels sur la manière dont il entend traiter les transfuges qu'il reçoit dans le cadre de sa stratégie de guerre psychologique. À court terme, l'Ukraine peut vraisemblablement considérer les transfuges comme des prisonniers de guerre. Ensuite, le gouvernement devra choisir entre envoyer les soldats en Corée du Sud ou les laisser sur place et demander l'asile. Cependant, quelle est la probabilité que les stratégies de l'Ukraine soient couronnées de succès, bien que plusieurs rapports aient fait état de la présence de soldats nord-coréens à Kaoursk? On ne sait pas grand-chose de leur entraînement précis, de leur localisation et de leurs mouvements présumés. Les conflits entre les Nord-Coréens et les soldats ou les drones ukrainiens ont été signalés très rarement et à une échelle limitée. Cela suggère que soit Poutine prépare un effort massif et ultime pour récupérer Koursk d'un seul coup, soit la Russie retient encore ses troupes, très probablement pour un entraînement plus poussé. Bien qu'il ne s'agisse que d'une méthode et qu'elle ne soit probablement pas couronnée de succès, il est impossible de prédire comment la stratégie militaire de la Russie sera conçue à ce stade. Nous pouvons donc tirer des conclusions des tentatives antérieures du projet I Want to Live de cibler l'armée russe, mais nous ne disposons que de très peu de données significatives concernant l'efficacité potentielle du projet à l'égard des Nord-Coréens. En ce qui concerne les tentatives visant à détourner les soldats russes de l'armée, l'initiative Je veux vivre est beaucoup plus diversifiée. Il s'agit d'une stratégie à multiples facettes qui comprend un site web complet et un service d'assistance téléphonique que les Russes actuellement déployés en Ukraine ou prévoyant de l'être peuvent utiliser pour obtenir de l'aide. Après avoir obtenu leurs informations, les agents ukrainiens tentent d'établir un site d'extraction en Ukraine où le soldat peut échapper aux soldats russes tout en se faisant passer pour une personne capturée. Comme vous pouvez le constater, même si le moyen d'interaction est légèrement différent, la stratégie pour les Nord-Coréens peut être remarquablement similaire à l'idée initiale pour les Russes. La situation devient un peu plus délicate si l'on considère le pourcentage de réussite de la campagne au cours des 3 dernières années, avec environ 35 Russes ayant contacté le service en mai 2024 et le site web ayant reçu environ 50 millions de visites. Bien que ce dernier chiffre soit beaucoup moins significatif à suivre, la portée de la campagne a sans aucun doute dépassé les objectifs. Environ 260 militaires russes ont été extradés le même mois. Certains auraient pris la décision de quitter complètement le pays, tandis que d'autres avaient l'intention d'y revenir une fois le conflit terminé. Néanmoins, étant donné que la campagne était en cours depuis un peu plus de 2 ans, à ce moment-là, 260 sur 35 n'est pas un taux de change très favorable. Si les taux sont les mêmes, nous pouvons prévoir qu'environ 75 personnes accepteront l'offre si nous élargissons le chiffre aux 10 membres du personnel nord-coréen qui ont été signalés. Bien entendu, dans la réalité, ces chiffres ne signifient pas grand-chose. Il est difficile de prédire avec certitude la réaction des forces nord-coréennes, tant les conditions et les circonstances sont différentes. Toutefois, la volonté de l'Ukraine d'essayer d'empêcher le plus grand nombre possible de personnes d'entrer en guerre montre à quel point elle croit en la réussite du programme. À long terme, cela représente des vies sauvées, même si seule une poignée de personnes fuyant l'armée russe demandent à se réfugier en Ukraine. Il y a aussi le risque que la mentalité des foules favorise l'Ukraine. Bientôt, des Nord-Coréens seront probablement envoyés sur la ligne de front à Koursk, où ils commenceront à être métaphoriquement martelés par les techniques de guerre psychologique employées par les Ukrainiens. Certaines personnes pourraient y partir à la recherche de meilleures opportunités en raison de cette exposition permanente. Par la suite, de plus en plus d'individus pourraient commencer à suivre ses premiers pas si l'Ukraine continue à travailler dur pour démontrer ses premiers succès. En outre, l'Ukraine peut progressivement affaiblir l'influence interne de la Corée du Nord en Russie. Poutine aurait alors une arme de moins à brandir dans le conflit, ce qui ne ferait que le rendre moins puissant sur la scène internationale. Mais qu'en pensez-vous? Les efforts de guerre psychologique de l'Ukraine aboutiront-ils à une petite victoire? Combien de soldats passeront de la Corée du Nord à l'Ukraine? Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et vous invitons à nous faire part de vos commentaires ci-dessous.